Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e édition du décodage immédiat, décodage des médias Internet. Nous sommes le 21 février 2018. Bonsoir à tous, bonsoir Cindy. Bonsoir à tous. Bon. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et bonsoir Jonathan. Bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler du compteur Linky épinglé par la Cour des comptes, de la résonance de Schumann, du false flag récent, donc massacre aux États-Unis dans une école en Floride, du système éducatif. Nous parlerons également d'un appel de Cobra pour les méditations pour la déesse et l'ancrage des énergies de la déesse. Et nous finirons sur justement des notions en lien avec ça qui concernent les rassemblements on va dire des communautés de personnes qui travaillent justement pour l'ancrage de ces énergies de la déesse. Voilà le programme de la soirée. Donc on va commencer avec toi, Jonathan. Yep. Alors, vas-y, raconte-nous l'histoire de Linky. Ouais, parce qu'il y a eu une petite bonne nouvelle pour les anti-Linky, et Dieu sait qu'il y en a en France. La Cour des comptes, donc qui est une juridiction financière de l'ordre administratif français, a épinglé le compteur dit entre guillemets intelligent, ou plutôt communicant, c'est un meilleur terme, d'Enedis, qui est une filiale d'EDF, dans son rapport annuel. Je la cite: les gains que le compteur intelligent peut apporter aux consommateurs sont insuffisants. Les auteurs du rapport dénoncent un dispositif coûteux pour le consommateur, mais avantageux pour Enedis. Ils n'ont pas manqué de noter que 5,7 milliards d'euros nécessaires à l'installation des 39 millions de compteurs jusqu'en 2021 seront répercutés sur les consommateurs. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait c'est gratuit les compteurs. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est payant, mais que plusieurs mois après la pause, on te répercute une petite hausse sur ta facture jusqu'à atteindre en fait ou que tu puisses payer les 130 euros qui ont été nécessaires pour la pause de ton compteur. Voilà, parenthèse fermée. Donc la dépense de 130 euros par appareil sera assurée par les usagers, dès lors que le compteur leur aura permis de commencer à faire des économies. Ce report sur les factures occasionnera un différé tarifaire au coût excessif. Des factures alourdies par le prix de l'appareil pour le consommateur, mais paradoxalement des revenus substantiels supplémentaires pour EDF. Ayant consenti à un prêt rémunéré, l'entreprise récupérera en effet 500 millions d'euros à la fin de l'opération. Alors, où sont les économies promises par Linky ? Justement, il n'y en a pas, parce que, outre le coût du dispositif, le rapport fustige la quasi-impossibilité pour les ménages de réaliser par l'utilisation du compteur les économies pourtant promises. C'était l'argument premier de la pause. C'est-à-dire que ça va tout simplifier, et surtout, les gens, vous allez faire des économies, ce qui est faux. Les installateurs prennent rarement le temps d'expliquer aux consommateurs comment exploiter au mieux l'appareil. Il y a un gros manque d'informations. Le manque de clarté des informations rend également l'usage du compteur communicant très difficile. L'affichage en kilowattheure ne permet pas de réaliser à quel moment il serait bon de faire des économies en diminuant sa consommation. Le bilan, c'est simple. Seuls 1,5% des utilisateurs se sont ouverts un compte pour comprendre comment mieux maîtriser leur consommation, ce qui est ridiculement faible. Donc bon, c'est tout ça pour dire que ça reste une bonne nouvelle, même si ce n'est pas sur l'aspect santé, mais au moins une haute juridiction française a pris parti pour les anti-Linky, on va dire ça comme ça, au moins sur un niveau économique. Donc ça fait quand même une bonne nouvelle sur un sujet qui était très sensible depuis plusieurs années. Alors moi, j'avais même entendu dire que ça nous faisait consommer plus le Linky parce que justement, comme c'est un boîtier qui va être en communication en fait avec tous les appareils électriques de la maison, qui fonctionne en permanence, qui fait des mesures en permanence, d'après ce que j'ai compris, ça augmentait même légèrement la consommation électrique, aux frais évidemment de l'usager. Oui, ça peut arriver ce genre de cas, mais il y a un autre cas qui est plus courant, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus les termes techniques en tête, mais en fait, le compteur, il est réglé sur un certain mode de consommation, et ce mode de consommation fait régulièrement disjoncter le compteur. Et donc, lorsque les gens appellent Enedis au secours, ils leur proposent: oui, on a une solution à ça. Vous augmentez au palier juste au-dessus de consommation, la tranche juste au-dessus, et là, le compteur ne disjoncte plus. Tu vois, c'est une hausse de consommation indirecte. D'accord.
Ok. Alors sinon, sur le Linky et tous ces mythes, moi je vous recommande, il y a une conférence qui a été faite par Stéphane Lhomme. Faut-il refuser les compteurs communicants Linky? En fait, il est conseiller municipal de Saint-Macaire et donc, justement au niveau de sa commune, il a refusé le compteur Linky, donc c'est en Gironde. Il a fait une super conférence où il démonte un par un tous les arguments justement d'Enedis concernant ce compteur Linky. Donc je vous la recommande chaudement et d'ailleurs je l'ai posté sur le site leverlevoile.tv. Voilà, petit coup de pub. Exactement. Il y a quelques maires quand même qui se sont opposés, je crois, à l'installation du compteur Linky en Oh France. bah, oui, il y a plus de 300 communes, je crois plus de 350 Ouais, communes c'est pas qui mal quand ont même. refusé, hein. Oui, 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 c'est pas rien, très clairement. Après, il y a aussi des hommes politiques autres que des maires qui ont des députés, etc., des élus qui ont pris position. Et Mm. ce que je voulais dire également pour conclure, la petite info bonus, c'est que faut savoir qu'en fait, ce compteur intelligent n'était pas une obligation franco-française. C'était une recommandation de l'UE, de l'Union européenne. Et mais c'était une recommandation. Il n'y avait pas d'injonction de quoi que ce soit. Et c'est la France qui, déjà d'une, a, a, allé dans le sens de cette recommandation et a appliqué la technologie du compteur communicant. Et surtout, il y avait plusieurs technologies qui étaient disponibles pour ces compteurs intelligents. Il y avait la fibre optique, il y avait la DSL, il y en avait une autre dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, et la dernière, il y avait le CPL. Et la CPL était la moins coûteuse. Et donc, ils ont opté pour la CPL. Donc, en gros, avec le minimum d'investissement, ils vont choper le maximum de thunes et accessoirement rendre les gens malades. Oui, parce que peut-être effectivement la moins chère pour eux, mais c'est celle qui a le plus d'impact en termes de pollution électromagnétique dans l'habitat. Oui, tout à fait. Dans l'habitat et sur l'homme, car l'homme est un être électromagnétique, surtout chez les personnes électrosensibles. Et il y en a de plus en plus avec les ondes qui sont de plus en plus croissantes. Et il faut savoir que c'est pas pour rien que les banques assurent contre tout, sauf contre le risque électromagnétique pour les particuliers. C'est pas pour rien. Oui, alors pour ceux qui ont, malgré tout, qui ont succombé au Linky et qui ont le Linky chez eux, rassurez-vous, il y a quand même un moyen de se protéger, puisque en fait, c'est un peu de l'énergétique. Donc, en faisant un petit peu d'énergétique avec des dispositifs en céramique chargés, avec du Gantz, par exemple, enfin des technologies type Magrave. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui permettent de se protéger du rayonnement du Linky. Mais bon, le mieux étant, bien sûr, de résister et de refuser ce compteur. Voilà, tu voulais dire autre chose sur Linky, Jonathan? Non, 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 du tout. Ok, bon, on va passer à la résonance de Schumann. On reste dans les ondes, c'est ça, Cindy? Ouais, on va rester un petit peu dans les ondes, justement. Donc, je voudrais quand même rappeler que depuis la Saint-Valentin, la semaine dernière, énergétiquement, ça déménage, même si ça a déménagé depuis un petit moment. Donc déjà, le 15 février, on a eu l'éclipse solaire partielle de la nouvelle lune en Verseau. Donc, quand on a ces choses-là en général, on profite des énergies positives d'amour et purificatrices que ça dégage pour faire des méditations. Voilà. Donc, des méditations de masse ont été organisées pour profiter de ces énergies, car bien sûr, ces énergies ont une influence sur la résonance de Schumann. Mais la résonance de Schumann, qu'est-ce que c'est au mystère? Eh ben, je vais vous expliquer. Vous Oui, verrez j'allais pas te s'il n'y a pas poser de la sorcier. question. C'est toujours resté très obscur pour moi, cette fameuse résonance de Schumann. On en parle beaucoup, mais personne Oui. ne sait ce que c'est. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres multidimensionnels qui vibrons selon notre propre fréquence vibratoire. Et nous sommes faits de cellules, d'organes, mais aussi d'ondes électromagnétiques. Un petit coucou au compteur Linky au passage dont a parlé Jonathan. Et nous vivons sur la Terre qui, elle, est un organisme vivant dont nous sommes les cellules parce que nous vivons dedans. Et tout comme nous interagissons avec notre corps, eh bien la Terre interagit avec nous grâce notamment à la résonance de Schumann, car sa fréquence vibratoire interagit avec la nôtre et vice-versa. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Parce qu'on en parle pas mal du taux vibratoire, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, pour faire simple, parce que c'est un petit peu compliqué, donc c'est une fréquence d'énergie qui peut augmenter ou diminuer selon notre état d'esprit. Donc, notre taux vibratoire va baisser si on ressent des choses comme la colère, la tristesse, la peur, le stress, l'angoisse. Et ça va augmenter si on ressent de l'amour, de la joie, des sentiments positifs. Et ça dépend aussi de notre mode de vie et notre alimentation. Voilà.
Et c'est quoi Et qui vibre? C'est quoi qui vibre en fait? C'est notre âme qui vibre plus ou moins bas? Ou c'est notre corps? alors, C'est tout, l'ensemble? c'est un peu tout l'ensemble, mais je vais vous parler tout à l'heure des organes physiques concernés. Ça D'accord. concerne notamment le cœur et le cerveau. Alors, plus notre taux vibratoire va augmenter, plus on va pouvoir développer des capacités dites extrasensorielles, comme l'intuition, la qualité et la profondeur de nos méditations, et on peut même interagir avec l'invisible. Et oui, et le monde spirituel. Tu sais que quand tu te rapproches de la caméra comme ça, tu m'impressionnes. J'ai l'impression que tu veux m'hypnotiser. Ah non, non, j'en suis pas encore à ce point-là. Mais c'est bien, je vais y foncer. Mais pourtant, c'est pas Halloween. Alors, ce qu'il faut savoir à propos du taux vibratoire de la Terre, donc la résonance de Schumann aussi, depuis de nombreuses années, ça augmente. Alors, à la base, la moyenne pour la Terre, c'était 7,83 Hertz, parce qu'on mesure la résonance de Schumann en Hertz. Après, en juin 2014, oh surprise, ça a augmenté. On est passé de 7,83 à 8,5. Et d'un coup, on est passé à 16,5 Hertz. Et en 2017, on a même atteint les 36 Hertz, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Ça a quasiment quadruplé. Alors, un hertz, pour nos auditeurs, bon, on suppose que enfin, vous le savez ou vous ne savez pas, donc c'est une pulsation par seconde. Lorsqu'on parle de 16 hertz, ça veut dire que l'onde, en fait, va pulser 16 fois par seconde. Alors, cette résonance de Schumann, elle vient d'où? Hein? Il y a bien quelqu'un qui l'a découvert? Eh bien oui, C'est Monsieur Schumann. évidemment. Bah voilà, pas de surprise. Pas Schumann le compositeur, hein, attention. Hein. Non, non, le professeur O.W. Schumann, qui a découvert en 1957, donc c'est pas si jeune que ça, mais pas si vieux non plus, les ondes transversales magnétiques terrestres. Et oui, on parle magnétisme. Connues aujourd'hui sous le nom d'ondes de Schumann ou résonance de Schumann. Alors, pour faire clair, on ne va pas entrer dans les détails scientifiques, car pour les amateurs de données scientifiques, on mettra des liens annexes pour des sites qui vous expliquent tout ça de manière beaucoup plus chiffrée et scientifique. Alors, cette résonance de Schumann, elle souligne qu'il y a une relation harmonique entre la Terre, donc notre planète, et notre corps et notre esprit, enfin notre âme, quoi. Donc, et cette résonance est considérée comme étant la voix de la Terre. Et oui, nous ne sommes pas les seuls à nous exprimer vocalement. La Terre, elle, s'exprime aussi par un autre moyen. Donc, où se trouve cette résonance de Schumann? Eh bien, elle se trouve entre la Terre et la ionosphère. C'est là où elle se répercute en fréquence, où la fréquence de la Terre rencontre la nôtre et aussi les influences cosmologiques de l'univers. Alors, donc, pardon? Tu racontes bien. Il manque plus que Jamy de C'est pas sorcier. Oui, voilà, effectivement, voilà. Il manque plus que le camion. Une petite maquette pour nous expliquer. T'as pas ça là derrière toi? Si, justement, j'ai ça derrière moi. Enfin, derrière moi, c'est façon de parler, hein, parce que là, c'est dans l'ordinateur. Hein. Donc, je ne sais pas si tu peux faire un partage, Hervé. Donc, j'ai mis dans la conversation le lien Rusty James. Absolument. Ça vient, ça vient. Le voilà. Oui, le voilà. Voilà, super. Génial. Donc, on se retrouve à l'école, hein, avec le tableau. Alors, vous avez devant vous une image avec, à gauche, le soleil, à droite, la Terre et son champ magnétique. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les vents solaires. Et tout ce qui vient de l'univers et qui influence ce champ magnétique qui donne les variations de la résonance de Schumann. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité solaire a un rôle important dans les variations de la résonance de Schumann. Pourquoi? Parce que très fréquemment, il se passe ce qu'on appelle des éruptions solaires. Donc, ce sont des filaments de plasma qui sont éjectés du Soleil. On appelle ça aussi les masses coronales. Donc, elles sont éjectées du Soleil, elles voyagent dans l'univers et elles vont jusqu'à la Terre. Et elles rencontrent le champ magnétique de la Terre et ça crée des vents solaires. Et quand c'est très fort, on appelle ça des tempêtes magnétiques.
et ça peut chambouler et perturber la résonance de Schumann et aussi les petits satellites qui tournent autour de la Terre. Donc voilà, alors pour vous faire une petite idée, donc au milieu, vous avez ce qu'on appelle le point de rencontre entre une bande jaune et un rond bleu. Donc c'est là que les vents solaires rencontrent le champ magnétique de la Terre. Et pour la résonance de Schumann, vous faites un petit rond un petit peu au-dessus de la Terre, enfin autour de la Terre avec un petit espace. Voilà. Donc ça se passe entre la Terre et la ionosphère, pour ceux qui s'y connaissent en sciences physiques. Donc l'activité solaire a une influence sur les variations de la fréquence de Schumann. Mais il n'y a pas que l'activité solaire qui peut perturber le champ magnétique de la Terre et la résonance de Schumann. Il y a aussi l'activité humaine. Et oui, s'il y a des émeutes dans un pays, s'il y a une région de la planète qui est en guerre, s'il y a des attaques terroristes à plus ou moins grande échelle, des false flags. Ça? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement tout ça? Mais oui, c'est prouvé scientifiquement, tout ça. C'est comme l'effet Maharishi, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, je vous ai mis des liens annexes pour vous expliquer scientifiquement les choses. Donc, le champ magnétique de la Terre influence non seulement les êtres humains, mais aussi toutes les créatures vivantes qui vivent sur la Terre. Par exemple, les oiseaux. Saviez-vous qu'ils avaient besoin du champ magnétique de la Terre pour se guider lors des migrations? Absolument. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les migrations des oiseaux, elles sont un petit peu différentes. Avant, ils partaient toujours un petit peu avant l'hiver. Et là, des fois, enfin, en tout cas, c'est le cas dans ma région, même en plein hiver, on les trouve encore. Ils font du surplace parfois, quand il y a vraiment des grandes perturbations du champ magnétique. Parfois, ils sont un petit peu perdus, ou ils vont dans des régions dont ils n'avaient pas l'habitude. Parce que depuis quelques années, le champ magnétique et la résonance de Schumann est perturbé. Le système Et de sur nous, navigation est perturbé. oui, c'est le GPS des oiseaux et des créatures vivantes sur la Terre. C'est pas mal, ça. Alors, quand le champ magnétique est troublé, nous, ça nous trouble aussi. Et comment ça nous trouble? Eh bien, on peut avoir des troubles du sommeil. Tiens, j'ai du mal à dormir cette nuit. Ou alors, ça peut avoir une influence aussi sur notre cerveau. Ça peut donner des confusions mentales, où on a des crises d'angoisse, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, les jours où on se dit, c'est bizarre, j'ai du mal à réfléchir, où je me sens comme déconnectée. Je ne sais pas si ça vous arrive. Jamais. Jamais. Enfin bref. Et évidemment, j'avais oublié que les rotations de la Lune ont une influence. Et oui, puisqu'on sait très bien que la Lune a une influence sur la Terre, déjà notamment sur les marées. Et sur nous aussi, avec Sur nos les humeurs, plantes par aussi. exemple. Ah oui, les plantes. Ouais. Alors, donc, il y a un lien entre la conscience humaine et le champ magnétique de la Terre et donc la résonance de Schumann. Alors maintenant, on va plus s'intéresser à nos organes physiques qui sont en lien avec les fréquences. On va commencer par le cœur. Parce que le cœur, c'est le cœur qui génère le plus grand rythme magnétique dans notre corps. Et ce rythme magnétique, donc ce magnétisme, il peut être détecté à plusieurs mètres du corps. C'est notre champ d'énergie, comme notre aura. Vous savez ce que c'est l'aura un petit peu? D'accord? C'est l'énergie qu'on dégage, voilà. Mais l'aura, elle fonctionne en couleur aussi. Alors, pendant les périodes magnétiques, surtout quand la résonance de Schumann est perturbée, ça agit sur le rythme cardiaque des personnes. Par exemple, moi, quand il y a des grandes variations, des fois, je sens que ça tape fort en mon intérieur, où j'ai un rythme cardiaque assez irrégulier. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi sans explication. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Et il y a aussi notre cerveau qui émet des fréquences et qui en reçoit aussi, notamment avec les ondes θ et alpha. Et n'oubliez pas qu'on vit dans un monde de fréquences. On est perturbé par ces fréquences, comme le compteur Linky ou les mauvaises ondes scalaires, le Merci pour Wi-Fi. cette liaison avec le sujet précédent. C'est magnifique. Oui, c'était pas tellement voulu non plus. Alors,
la résonance de Schumann, il existe des graphiques pour nous montrer ces variations. On va vous en montrer un. Alors, c'est le dernier lien que je t'ai donné dans la conversation. Celui de Disclosure It News. Alors, c'est un graphique très récent. C'est le graphique de 2-3 derniers jours. D'accord, ça va arriver. On a perdu. Excusez-moi, j'étais en train de parler dans le vide. Les effets un peu de l'enregistrement direct. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est perturbé par la résonance de Schumann. Ouais, le direct, c'est complexe. Mais voilà, il arrive tout de suite. Partage d'écran avec une jolie pieuvre à côté. Oh, get about. Voilà. Le vois-tu? Le voyez-vous? Oui. Tu peux cliquer dessus pour le zoomer dessus. Il faut cliquer. Voilà. Voilà. Super, nickel. Alors, c'est le relevé des 3 derniers jours, du 19 février, du 20 février et du 21. Et on peut voir que le 21, bah, ça a déménagé quand même. Hein. Alors, ça se fait, en fait, ce que vous avez devant vos yeux, c'est l'électrocardiogramme de la Terre, tout simplement. Comme nous, on a notre électrocardiogramme. Voilà. Quand le cardiologue, il vous sort le graphique, là, comme les tremblements de terre, là, et ben ça, c'est l'électrocardiogramme de la Terre. Donc, au-dessus de l'image, on a les dates et en dessous de l'image, on a les heures. Ça veut dire qu'on a une évolution heure par heure de la résonance de Schumann avec ces graphes. Oui, exactement. Alors, on peut voir que le 19, c'était à peu près calme, d'accord? On a eu un petit pic entre le 19 et le 20. Et alors là, le 20, le 21, on peut dire que ça déménage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des grandes périodes de blanc, c'est que c'est une grande variation, c'est que le champ magnétique de la Terre est extrêmement perturbé. Donc, ça peut être dû aux tempêtes solaires, comme je l'ai déjà dit. Ça peut être dû à des activités humaines. Et pour les initiés de Cobra, ça peut être dû aussi à des missions ou des conflits sur le plan plasmatique. Voilà. Donc, en clair, plus il y a de blanc, plus il y a d'action, on va dire. Donc, vous voyez, il y a des moments de calme. Quand c'est bleu, un peu vert, c'est calme. Le rouge, ça commence. Mais alors là, quand c'est blanc, vous pouvez y aller, c'est perturbation. Mais tu vois, ce matin, j'ai eu un réveil très, très difficile et maintenant, je commence à comprendre pourquoi. C'était la résonance de Schumann. Voilà, peut-être. Quand il y a eu le missile, d'ailleurs, sur Hawaï, ils ont relevé un gros pic là sur la résonance de Schumann, je crois. Ils ont fait un lien parce que il y avait eu le missile et il y avait eu à ce moment-là un très, très gros pic. J'ai vu ça sur ce site-là, il me semble. Il y a aussi des gros pics lors des méditations de masse aussi. Ouais. Parce que quand on fait une méditation de masse, ça a des effets dans les 36 heures. Il faut le savoir. C'est l'effet Maharishi. Tu veux dire en fait un effet cumulé à partir du moment où on médite et jusqu'à 36 heures après la méditation? Oui, non, je crois que c'est ça. C'est une fenêtre de 36 heures à peu près. Suivant le nombre de participants, bien sûr. Donc voilà. Et je voulais dire aussi que ça augmente d'année en année et c'est dû au processus de l'ascension planétaire. Augmentation du taux vibratoire de la Terre, donc augmentation du nôtre pour atteindre l'ascension planétaire. Donc l'ascension planétaire, en gros, on attend un grand flash solaire car notre Soleil n'est pas qu'une étoile, c'est aussi un portail énergétique. Ce sera un peu l'intermédiaire du Soleil central galactique qui va nous envoyer le flash galactique. Et là, la résonance de Schumann, ce sera tout blanc, là, c'est ça? Non, ouais. Non, bah, c'est pour ça que on va pas dire que c'est de pire en pire, mais c'est de plus en plus blanc. Car on enregistre des taux records, surtout depuis 2017. Donc ça va crescendo, en fait. Et c'est quoi le maximum qu'on ait eu comme pic pour l'instant? Je crois que c'était quasiment 40 Hertz. Dans les 40 Hertz, je crois, je sais plus. Ouais. Dans la quarantaine de Hertz. Donc, vous voulez savoir ce que c'est un petit peu le flash galactique qu'on attend en 2-3 phrases? Allez, vas-y. Allez, on l'attend tellement, celui-là. Ouais. Donc, en fait, c'est une grande vague d'énergie qu'on attend. Donc, c'est physique et non physique. Hein. Sur le plan non physique, donc énergétique,
C'est une grande vague d'énergie et de lumière qui vient du Soleil central galactique et qui se dirige vers la planète Terre par l'intermédiaire aussi du Soleil. Et ça va élever les fréquences vibratoires de tous les êtres vivants de la planète, parce que ça va englober la planète, autour et dedans. Voilà. Et c'est ce qui provoque depuis quelque temps ce qu'on appelle l'éveil de masse. Voilà. L'éveil spirituel. Ah, c'est formidable. Ça va nous faire du bien, hein. Ah oui, c'est clair. Ah, Et sur le plan physique, ça va nous amener, bon, non seulement l'éveil, donc se rendre compte de ce qu'on nous cache, de ce que nous sommes vraiment. Il y aura l'arrestation de la cabale, bon, l'effondrement qui a déjà bien commencé financier pour aboutir à un reset financier, la divulgation extraterrestre, la divulgation sur les programmes spatiaux secrets qui a déjà commencé, et l'accès à des technologies de guérison qui nous sont cachées, et plein d'autres choses. Et pour cela, pour en savoir plus sur le flash solaire et le flash galactique, je vous renvoie au lien annexe de cette vidéo. et alors, si on se met tous à méditer là, collectivement là, pour faire péter la résonance de Schumann, le flash, il va arriver plus vite? Peut-être pas dans l'instant, mais si on a atteint ce qu'on appelle la masse critique, donc je crois que c'est un truc dans les 144 000 ou 175 000 personnes qui méditent en même temps, et bah, ça peut grandement accélérer les choses. Et on peut s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui méditent. Et c'est pour ça que ça s'accélère aussi. Plus les gens s'éveillent, plus les gens méditent, et plus tout ça s'approche. On va reparler un petit peu de méditation après, justement. Voilà, justement, ça fait un lien. Donc, la résonance de Schumann à surveiller. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cindy. C'est très, très intéressant. Alors, on va passer sur un autre sujet qui est un peu moins guiré, on va dire. Je ne sais pas s'il est lié à une baisse de la résonance de Schumann, mais on a encore eu un attentat sous faux drapeau aux États-Unis, n'est-ce pas, Jonathan? Ouais, c'était justement le jour de la Saint-Valentin, c'était le 14 de la semaine dernière. Ça fait le tour un peu des médias. C'était en Floride, à l'école secondaire de Marjorie Stoneman Douglas. Et donc, un adolescent, parce que c'est un adolescent de 19 ans, un adolescent nommé Nicolas Cruz, il est entré donc dans cette école et a ouvert le feu sur ses camarades après avoir été expulsé pour des raisons disciplinaires qui n'ont pas encore été rendues publiques pour le moment. Donc, 10 personnes ont perdu la vie et 15 autres ont été blessés là aux dernières nouvelles. Alors, le truc, c'est que comme d'habitude, les médias ont une version et de grosses anomalies ne sont pas retranscrites plutôt dans ces médias. Alors, notamment, il y a quelques médias quand même qui ont fait un minimum de taf, notamment le Miami Herald et le Washington Post, ont rapporté que Nicolas Cruz a été traité dans une clinique de santé mentale et qu'il a reçu un traitement médicamenteux pour justement ces problèmes de santé mentaux. Et il a également eu des traitements avec des médicaments psychotropes et des antidépresseurs. Donc c'est quand même des médicaments qui ont une liste considérable d'effets secondaires, notamment la perte de réalité, etc. Et qui sont complémentaires avec pour partir un peu plus loin, mais je vais faire des transitions, avec des programmes dits MK Ultra, etc., ou des programmes dits occultes de contrôle mental. D'ailleurs, il y a le site psydrugshooter.com qui a fait une très belle description de 100 fusillades scolaires, et il a mis en évidence que sur ces 100 fusillades, spécifiquement celle-là, tous les individus prenaient des médicaments psychiatriques, psychotropes, antidépresseurs, etc. Ce Nicolas Cruz a dit à la police qu'il avait entendu des voix dans sa tête pour lui dire de tirer sur l'école. Il a décrit ces voix comme étant des voix démoniaques, selon sa propre équipe juridique. On peut également noter que de plusieurs témoignages qui ont été rendus publics, télévisués dans les différents programmes de JT, que plusieurs personnes ayant été sur les lieux pendant la fusillade disent avoir vu plusieurs personnes tirer et avoir entendu Nicolas Cruz discuter pendant la fusillade. Donc il semblerait en fait qu'il y avait plusieurs tireurs, et pourtant dans la version officielle, il n'en montre qu'un seul. Donc voilà. C'est pas la première fois qu'ils nous font ce coup-là. Là, ils nous avaient fait ce coup-là déjà à un attentat précédent.
où il y avait eu, d'après les officiels, il n'y avait qu'un seul tireur, et en réalité, il y en avait eu plusieurs. Je Las crois que Vegas, je crois que c'était avec Pandrock, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, Las Vegas, ouais. c'est ça. Il y avait plusieurs tireurs dans la tour et qui mitraillaient pendant le concert ou le festival au niveau des fenêtres. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, le modus operandi est à peu près toujours le même. Donc voilà, c'était pour mettre en évidence, même si moi j'en ai pas fait un article parce que j'ai pas spécialement envie d'alourdir le site avec ça et voilà, mais bon, c'est un choix de ligne, mais c'est important quand même d'en toucher un mot. Et donc, vous pensez que c'est un programmé mental, un MK Ultra? Vu le passé qu'il a, apparemment il a été diagnostiqué, mais bon, ça il y a des versions contradictoires, mais il semblerait qu'il ait été diagnostiqué aussi autiste. D'accord. Donc ça, il a fait des passages dans des hôpitaux psychiatriques, il est sous médicaments lourds, psychotropes, etc., antidépresseurs et tout. Et la déclaration qu'il a fait en disant qu'il avait entendu des voix démoniaques lui dire, oui, Mm. ça ressemble à une influence extérieure qui, certains divulgateurs appellent ça la voix de Dieu, la technologie voix de Dieu qui te fait entendre des voix et qui t'enclin à suivre ses ordres. Alors, Ça fait penser au channeling aussi. Corey Goode en avait parlé. ouais. C'est une technologie qui est utilisée pour induire les gens en erreur quand ils font les channelings, donc les canalisations. D'accord. Alors, moi, j'ai pas de brevet par rapport à cette technologie-là. Par contre, pour montrer que je ne dis pas n'importe quoi, j'ai chopé 2 brevets qu'on peut trouver officiellement sur Google qui montrent que on peut induire des comment est-ce qu'on peut dire ça, des ordres subliminaux par différents biais technologiques. Alors, soit des vibrations avec des hertz bien spécifiques, ou alors d'autres types d'ondes vibratoires spécifiques. Et donc, mais bon, c'est des trucs en anglais, mais à titre de preuve, je mettrai ça pour montrer que c'est pas farfelu. Oui, en fait, avec des ondes électromagnétiques pulsées selon certains patterns spécifiques de fréquence, on peut induire des voix ou même des pensées dans l'esprit des gens. Effectivement, c'est des armes, entre guillemets, non létales qui sont utilisées par l'armée, mais qui sont pas forcément connues du grand public. Ouais, Des armes même scalaires, oui. des images, du son, etc. Ça peut être assez poussé. Oui, c'est pas que des armes d'ailleurs. Je crois avoir entendu que des Américains s'étaient plaints parce qu'il y a eu des essais publicitaires avec cette technologie-là et ils ont cru devenir fous. C'était dans une ville. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné d'avoir entendu des voix dans leur tête un peu publicitaires et ils se sont aperçus qu'ils étaient plusieurs. Et donc ils ont porté plainte, il me semble, hein. Donc Ouais, comme ça me dit quoi, quelque chose. c'est pas du complotisme, hein. Donc voilà. Donc après, le but de ce false flag, ben, pour moi, c'est une grosse diversion par rapport par exemple, c'était il y a pas longtemps, le mémo FISA. Je vous renvoie à un précédent décodage où on en a parlé. En tout cas, moi, je pense que c'est une diversion pour ça. Ça peut être une diversion pour d'autres choses. Pour l'instant, c'est plus spéculatif qu'autre chose. Mais bon, par honnêteté intellectuelle, on va citer la version de Benjamin Fulford qui dit que, en fait, cet établissement c'est un établissement juif et que ce serait, selon lui, un message envoyé à la mafia sioniste, on va l'appeler comme ça. Oui, Donc, mais c'est pas la lumière qui envoie ce message, hein. non, pas du tout. Est-ce que c'est un règlement de compte entre différentes factions, etc. Je ne sais quoi, mais bon. Je vous renvoie vers son texte à lui qui est plus détaillé que ce que j'en dis. Mais Hmm. je le mettrai en description pour que ce soit plus simple. Mais bon, moi je suis pas convaincu par sa version, mais bon, c'était toujours bien de le citer. Voilà. Ok, super. Bon, bah, et puis, du coup, les Américains, ils ont du mal à retourner à l'école après cette histoire. Mais nous, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est justement, c'est un système d'école alternative, n'est-ce pas, Marion? Ouais. Qui vous donne vraiment envie d'aller à l'école. Et Dieu sait si ça fleurit en ce moment. Ouais. Alors, je vais faire un petit tour un peu des changements qu'on peut observer en ce moment. Et d'ailleurs, en France, hein, on voit bien que bah, le système est en train d'imploser complètement. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité récemment, notamment les déclarations du ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer. Voilà, donc en fait, on voit bien que l'école, elle sert à reproduire la matrice, à la faire perdurer. Voilà. Je vais citer un enseignant belge
écrivain qui s'appelle Jean-Luc Antoine, qui dit quelque chose que j'ai trouvé très très juste. Il dit: on confond éducation avec formatage, instruction avec sagesse et travail avec emploi. Qui a donc inventé tout cela et pourquoi? Alors, il pose des très bonnes questions et il pose un très très bon constat en 2 phrases. Le pourquoi, tout simplement parce que l'éducation est une des clés de voûte de la pérennité de la matrice, puisque les enfants sont les futurs adultes qui contribueront à faire perdurer le système et à le reproduire en éduquant leurs enfants comme l'entendent les élites. Et donc la cabale derrière les élites. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le même temps, on fait face à une grande destruction de l'emploi, surtout en Occident, grâce à l'émergence de la robotisation et des nouvelles technologies. Alors, ça pose des problématiques au système, parce qu'en même temps, il doit pouvoir nous formater, donc formater les enfants, et en même temps, il n'a plus besoin de nous pour travailler. C'est-à-dire que plus ça va, plus en fait, pour eux, on est trop sur la planète. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils veulent nous dépeupler. C'est parce qu'on devient dangereux qu'on est trop. Donc, ils sont pris quand même dans des contradictions. Voilà. Alors, c'est quoi les objectifs et les conséquences de ce système éducatif évidemment mortifère? Alors, c'est déjà diffuser l'idéologie du système capitaliste et mondialiste. Ça passe notamment en ce moment, on l'a vu avec l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, notamment en maternelle. Alors, ceux qui disent que ce n'est pas vrai, je vous invite vraiment à les consulter. Et je peux en témoigner parce que moi, j'ai passé le concours de prof des écoles. Je l'ai tenté et je peux vous confirmer qu'il y a bien dans le programme un volet sur l'éducation sexuelle et que c'est très tendancieux. Voilà, donc ça, c'est pas du fake news, c'est bien réel. C'est en France et on cherche à éduquer nos enfants de 5 ans sur le sexe, voilà, clairement. Donc voilà, donc ça passe donc par l'éducation sexuelle et aussi des grands principes idéologiques comme la laïcité qu'on nous sert, on nous pond à tous les repas et tout le temps à travers les médias et donc les écoles. Et aussi, ça passe par l'enseignement faussé, évidemment, de l'histoire, de la science. Enfin, il y a des dogmes et ils sont incontestables. On ne peut pas contester quelconque événement historique. C'est très compliqué. Voilà. Un second objectif du système éducatif actuel, c'est de faire des enfants, évidemment, des futurs esclaves de demain. Et on voit, par exemple, avec la création de filières professionnelles de plus en plus tôt. Donc, c'est un outil de reproduction des classes sociales et donc du système pyramidal pour qu'il y ait toujours des gens riches, favorisés et instruits, entre guillemets, et des gens qui accumulent des tas de difficultés sociales et qui, évidemment, n'arrivent jamais à s'en sortir. Donc, l'école, elle est là pour ça avant tout. Il faut en être conscient aussi. Troisième objectif, c'est aussi de déposséder les parents de l'éducation. Ça, on le voit beaucoup, beaucoup en ce moment. Il y a une formidable attaque aussi contre le pouvoir des parents dans l'éducation. Je rappelle qu'en France, il y a un projet de loi, là, pour l'instant, ils n'en reparlent pas trop, mais ils avaient discuté il y a quelques mois d'interdire l'éducation à la maison. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Voilà, on comprend bien pourquoi, parce qu'ils sentent aussi que les gens commencent à se révolter contre le système et puis croient pour certains plus trop en l'école publique. Et qu'il y a même beaucoup de professeurs, moi j'ai été étonnée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de professeurs du secteur public qui apparemment arrêtaient de mettre leurs enfants dans les écoles publiques, qui réfléchissaient même à enseigner chez eux. C'est dire, si des profs du public en sont là, c'est inquiétant. Donc voilà, donc déposséder les enfants de l'éducation de leurs enfants pour un Excuse-moi. contrôle. Ouais. Excuse-moi, Marion. D'ailleurs, ils viennent de passer un projet de loi, je crois, si j'ai bien compris, pour compliquer la mise en place d'écoles hors contrat. Le délai Oui. pour obtenir le bail, etc., pour obtenir tout le papier, etc., c'est beaucoup D'accord. plus long. Ça a été triplé. Maintenant, le maire et ou le préfet peuvent s'opposer à la mise en place d'une école avec peu de justification derrière. Voilà, alors, il y a tout un schmilblick, un rouage qui fait que ça va devenir encore plus compliqué. Ouais. Ça va dans le même sens de ce que je dis. Oui, Ouais. clairement, très clairement. Ça fait partie de l'agenda Macron. Après les vaccins, la lutte contre les fake news, on a aussi justement le fait de mettre la main mise sur le système éducatif et empêcher les alternatives de se faire. Tout à Oui, ils fait. veulent pas qu'on s'éveille. Même dès le plus jeune âge, ils veulent pas qu'on s'éveille. Alors que plus on est jeune, plus on est susceptible de s'éveiller. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote, il faut savoir que M. Blanquet, d'après mes recherches, est un jésuite. C'est intéressant quand même de noter ça. C'est pas anodin. Et on sait Très que intéressant. l'éducation, c'est vraiment une des clés de voûte
du système de la matrice dans laquelle on est. Hein. Donc moi, ça m'étonne pas du tout que ce monsieur soit Ah bah, jésuite. c'est un poste clé, hein. Avant, c'était Najat, qui était, enfin, c'était du lourd, hein. Et avant, c'était Payon, hein. Et Payon, il il suffit de voir les bouquins qu'il a fait. Ce mec était clairement initié et pas un niveau faible. Clairement, ouais. Donc les conséquences pour les enfants de ce système, bah, c'est quoi? C'est déjà l'exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de ce système éducatif. Alors on invente des tas de troubles, on découvre des troubles chez les enfants. Alors c'est les TDAH, hein, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors on va dire aussi que c'est un autisme léger. Enfin voilà, on va essayer de trouver des tas de noms pour rejeter la faute en fait, soit sur les parents, soit sur les enfants, dire que c'est mettre ça sur le compte de maladies mentale, psychologique, pour en fait mettre en ne pas assumer en fait le côté destructeur de l'école pour certains enfants et même de plus en plus d'enfants. Et Et ça c'est crée... vrai, à Ouais, propos des hyperactifs, il paraît que ça fait partie des symptômes pour détecter qu'un enfant est indigo. c'est ça, tout à fait. Mm. En effet, c'est vrai Et qu'on... en effet, un enfant indigo est un enfant éveillé. Et c'est pour ça qu'il faut le bourrer de cachetons pour éviter Voilà. qu'il éveille. Eh oui, et Mm. ben, on en arrive à ça, c'est qu'il y a des parents maintenant qui, sous la pression du corps professoral, enfin de l'équipe pédagogique, des fois on vient à donner des médicaments à des enfants jeunes. Hein. Donc c'est grave. Voilà, donc il y a de l'hyperstress aussi, effectivement, donc chez ces enfants, et de la mésestime. Hein. Il n'y a plus du tout d'estime de soi, puisqu'un enfant, il se réalise, il passe l'essentiel de son temps à l'école, comme nous au travail. Hein. Vous voyez, c'est toujours la même chose qui se reproduit, enfant et adulte, c'est qu'on est toujours happé par ce que veut le système et on passe notre vie et au travail ou à l'école. Donc, Absolument. effectivement, ça développe donc des enfants avec des phobies scolaires. Donc, c'est un cercle vicieux parce qu'une fois qu'ils sont en phobie scolaire, ils s'excluent de l'école. Et ensuite, ça devient compliqué pour les parents de pouvoir les placer dans des écoles spécialisées. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux et ça détruit l'enfant complètement. Hein. Ensuite, autre conséquence de ce système, bah, c'est la dépossession des savoirs réservés finalement à une élite. Hein, on assiste d'ailleurs à une chute du niveau dans tous les domaines de l'enseignement en Europe. Hein. On voit bien aussi que le niveau de langage a complètement chuté chez les jeunes. Sans faire du c'était mieux avant, hein, mais on le sent quand même. On voit bien qu'il y a une chute du niveau global d'instruction. Et voilà, donc ça, c'est aussi une des conséquences. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui des théories qui datent de 1850 ou 1900 encore enseignées en physique, en mathématiques. Enfin, on n'évolue pas. L'enseignement n'évolue pas. C'est catastrophique. Vraiment, on nous maintient dans l'ignorance pour faire de nous des gens vraiment juste bons à travailler, à exécuter des tâches et puis pas trop réfléchir. Voilà, c'est l'objectif. Une autre conséquence importante de ce système éducatif, c'est la mort de l'imagination. Alors ça c'est très intéressant parce que l'imagination, c'est ce qui fait qu'un être va être indépendant, va être connecté aussi, puisque quand on s'éveille, généralement, on est aussi, on a envie de stimuler tous nos sens. Et l'imagination, c'est très important pour l'être humain. Et donc ça, évidemment, ils veulent le tuer. Hein. Tout ce qui est créativité, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité. Alors, je nuance un peu parce qu'il y a quelques systèmes éducatifs dans le monde où c'est encore un peu le cas, mais nous, en Europe, la créativité, on ne la stimule pas du tout. Hein. D'ailleurs, le dessin, le chant, tout ça, c'est pas très mis en avant, pas très valorisé dans l'enseignement. Hein, c'est toujours relayé comme des matières secondaires. Voilà, donc la mort de l'imagination. Et puis, dernière conséquence, c'est que les professeurs eux-mêmes, qui bien sûr sont animés de bonne volonté, hein, il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de cracher sur les professeurs. Voilà, ils sont parfois pas conscients du système auquel ils participent eux-mêmes. Hein, eux-mêmes sont formatés. Et donc, eux-mêmes sont de moins en moins formés pour gérer les échecs scolaires, sont de plus en plus découragés parce qu'ils sont submergés par des milliers d'enfants qui sont plus du tout adaptés à ce système éducatif. Surtout que c'est des enfants, comme tu dis, c'est une génération d'enfants en plus indigos, éveillés, etc. Donc, ils sont plus du tout adaptés à ce système éducatif. Et donc, ça crée des grosses difficultés aussi pour les professeurs et du mal-être professoral. Hein. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il y a du vrai mal-être professoral. Et voilà, être professeur, je pense que c'est une vocation avant tout. Hein. C'est pas, on ne fait pas ça pour le salaire, je pense, parce que vu que le Je salaire, confirme, je suis voilà, tu pourras professeure. confirmer, Mais je Sylvie. suis pas dans le système, moi je suis dans le soutien scolaire. Bah, Justement, on c'est m'avait bien, dit c'est pourquoi bien. vous n'allez pas dans le système scolaire. J'ai dit parce que je suis tout simplement contre. Voilà. Bah ouais, Mais mais tout donc, ce que tu le dis, je le constate dans bah mon voilà. travail. Donc voilà, les professeurs aussi, on paye les conséquences.
Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation inextricable où on voit vraiment que l'école est au bord de l'implosion. Voilà, moi je peux raconter aussi comme anecdote quand j'ai passé le concours. On était, je sais plus, plus de 2000 candidats. Il y avait des postes à pourvoir, il y avait au moins 2000 postes à pourvoir. Et ils étaient, en fait, finalement, il n'y avait même pas assez de candidats pour le nombre de postes à pourvoir. Sachant que moi, je l'ai passé sur l'Académie de Versailles, c'est la plus grosse académie d'Île-de-France. Hein. Donc, voilà. Et voilà, donc il n'y avait pas assez de candidats déjà pour le nombre de postes à pourvoir. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences derrière, c'est-à-dire qu'on recrute en fait tous ceux qui ont passé le concours. Et puis, advienne que pourra, quoi. Hein, si les gens ne sont pas formés, ne sont pas aptes à être professeurs, parce que c'est quand même une vocation, eh ben, c'est pas grave, on les recrute. Voilà, donc ça donne un système qui est complètement sclérosé et incompétent. Et voilà. Donc, voilà pour le constat. Alors maintenant, je vais passer au côté plus positif. Je vais faire un petit tour d'horizon des modèles éducatifs et de quelques expériences ou initiatives en Occident et ailleurs dans le monde. Alors, je vais vous parler déjà de l'exemple japonais. Alors, l'exemple japonais, il est, comme on s'en doute, pas du tout parfait. Surtout qu'on sait que c'est un pays, bon, voilà, qui est tenu par la cabale. Hein. On se doute que c'est pas un pays très en avance là-dessus. Mais malgré tout, j'ai détecté quand même des petits points intéressants, notamment sur l'aspect justement autonomisation et responsabilisation. Il y a quand même aussi beaucoup d'activités sur le développement de la créativité. Ils ont des cours de calligraphie obligatoires, par exemple. On essaie beaucoup de développer leurs aptitudes manuelles. Voilà. Il y a aussi beaucoup de mise en pratique des savoirs théoriques. C'est vraiment pour eux l'important, c'est de mettre en pratique. C'est pas juste d'avoir des savoirs. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc ça, c'est les points que j'ai vus intéressants. Et puis, il n'y a pas de redoublement non plus. Voilà. L'évaluation, bon, elle est un petit peu dure, l'évaluation, mais on accentue quand même toujours sur les efforts donnés, sur les compétences. Voilà, on ne met pas des notes comme nous sur 20, voilà. C'est plutôt des grilles de notes, enfin, il y a des fourchettes et on essaie de reconnaître aussi les efforts d'un élève, même s'il n'est pas bon. Voilà, il est encouragé. Donc ça, c'est les bons côtés de l'exemple japonais. Après, sur l'évaluation, ça reste un peu comme la France. Hein. Comme j'ai dit, on évalue quand même les compétences. Alors, compétences, ça fait quand même penser à compétences professionnelles, potentiellement. Et on sait très bien que c'est ça. L'idée derrière, c'est d'évaluer des gens capables de travailler plus tard. Voilà. Ensuite, donc, il y a l'exemple suédois. Alors ça, c'est aussi intéressant. Donc, à l'école suédoise, on apprend surtout à penser par soi-même, à développer son autonomie et à acquérir le sens des responsabilités. On augmente son savoir en le construisant avec d'autres enfants et en le mettant en pratique. Ça, je trouve ça très intéressant que les enfants co-construisent ensemble et que ce ne soit pas une relation que professeur-enfant, mais une relation entre les enfants. Moi, je pense les enfants, ils sont capables d'un apprentissage, c'est des éponges. Hein, donc, ils sont ils apprennent beaucoup plus vite que nous, en fait, les adultes. Hein, donc, c'est très bien, je trouve, de les faire participer ensemble. Donc, il n'y a pas de compétition dans le système suédois, pas de notes, et on préfère en fait l'auto-évaluation. Donc, ils ont un espèce de système d'auto-évaluation, alors je ne sais plus si c'est trimestriel, où ils peuvent dire déjà ce qui leur a plu dans les cours, s'auto-évaluer, dire les points sur lesquels ils sentent qu'ils ont besoin de progresser. Enfin voilà, c'est quand même centré sur l'enfant et c'est plus positif et plus encourageant qu'un système où on vous note tous de la même manière et puis pour mettre en évidence ceux qui sont mauvais, ceux qui sont bons. Voilà, la coopération et le travail manuel ou artistique qui permettent aux enfants de devenir des êtres sociables sont mis en avant. Et donc, ils sont responsables sans modèle prédéterminé. Dans une même école, plutôt que d'établir des listes de notions à connaître ou de compétences à maîtriser impérativement, on définit plutôt des objectifs pour chaque enfant inscrit. Et ces objectifs peuvent parfaitement différer d'un enfant à l'autre. Là, on individualise vraiment l'éducation dans l'école. Ça, c'est bien aussi. Dans le système suédois, l'enfant est acteur à part entière de son apprentissage et on estime que la confiance est la meilleure manière de soutenir et d'encourager son développement. Voilà, tout est dit en amont, hein, la confiance, la valorisation, la bienveillance, je pense que c'est des mots-clés pour qu'un enfant se sente à l'aise et se sente en situation d'aimer l'école. C'est important. Alors, il y a l'exemple finlandais aussi. On reste toujours dans le coin nordique. Hein, ils sont un peu en avance. Les élèves finlandais, eux non plus, ils ne subissent pas d'évaluation pendant les 6 premières années d'école. Alors, il faut savoir qu'ils commencent l'école, est obligatoire à partir de 7 ans. Hein, ce n'est pas comme nous, c'est un peu plus tard. Donc, il n'y a pas vraiment d'évaluation, si ce n'est un seul test en fait standardisé. Et il est effectué à l'âge de 16 ans. Donc, il y a un test global pour tout le monde à 16 ans et sinon, il n'y a pas d'évaluation vraiment.
Voilà. Les classes des sciences sont limitées à 16 élèves, voilà, pour qu'ils puissent faire des travaux pratiques. Et les élèves du primaire disposent de 75 minutes de récréation par jour. Voilà, on essaie de faire en sorte aussi qu'ils aient des moments pour souffler. Donc voilà Euh, pour. Ouais. Juste un petit truc, j'ai vu qu'au Danemark aussi, ils avaient depuis, il y a une loi qui est passée en 1993 Ouais. qui oblige tous les jeunes en fait de 6 à 16 ans à avoir 1 heure de cours par semaine dédiée à l'empathie. Oui, c'est vrai, il y a des cours d'empathie. Je vais y venir après sur les Ah initiatives pardon, un peu d'accord. innovantes, mais c'est bien, tu as raison. Oui, oui, il y a des cours d'empathie. Et voilà, donc non, mais le système finlandais est connu pour être une vraie réussite éducative. À titre d'exemple, il y a 66% des élèves qui entament des études supérieures. C'est le plus haut taux d'Europe, donc comme quoi, hein. Et 93% des élèves réussissent leurs études secondaires. Voilà, donc c'est des bons résultats. Et la Finlande dépense en moyenne 30% de moins par élève que les États-Unis. Vous voyez, donc comme quoi il ne suffit pas de mettre de l'argent pour qu'un système soit efficace. Je pense que c'est avant tout la pédagogie. On peut faire bien avec peu de moyens, en fait. C'est ça. Voilà. Et donc, ils ont en fait cours que 4 heures par jour. Et les profs ont 2 heures de formation continue par semaine. Ça, c'est important aussi. Donc, on voit aussi que le temps d'enseignement, plus on l'allège, plus finalement, on apprend mieux. Moi, j'en suis convaincue, hein. Voilà. Et donc, concernant les expériences un peu innovantes à l'étranger, tiens, si tu peux préparer la petite vidéo, Hervé, je vous ai trouvé une vidéo qui est intéressante. Il y a pas mal d'expériences qui sont faites en ce moment sur les capacités, on va dire sur les nouvelles, ce qu'on découvre comme nouvelles capacités chez les êtres humains et donc chez les enfants, au-delà de nos sens connus, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Et là, il y a une petite vidéo sur la stimulation du troisième œil et donc les capacités d'intuition, en fait, et donc ce qui peut en découler en termes d'apprentissage avec des enfants, c'est intéressant. Je laisse regarder. No gap because it's completely on your face as well. It's just, yeah. Can you see anything? No, can't see anything. Eyes open, eyes closed, either. Yeah. Okay. Even if I open my eyes, I can't see anything. Perfect. Let me get Lucy and she can put it on. Wow. If the kids could still read and write using these blindfolds, all doubt among the crew would be extinguished. Okay, I'm going to write something on this paper, and you'll tell me what I wrote, right? Mm-hmm. Okay, here we go. It's gonna be one word. Light. That was so fast. Can I write something? Yes, you can. Actually, can I draw something and then you redraw it? Mm-hmm. Okay. Okay. I don't know if you can tell what this is. Car. What? I didn't even point it at you yet. When you line it like that, so. Here you go. It sounds like a Mercedes. Yeah, you're right. It was a Mercedes. Oh, yay! I'm the best at drawing cars. You're better than me. I wouldn't say that. Now you just need the windows. That's so cool. Okay. Now let's do one for Sunny. Good job. That was amazing. You did it exactly. All right, Sunny. Mm-hmm. I'm up for the challenge. You're up for the challenge. What was you drawing? I know what you're drawing. Okay, you show this to the camera. What is And now, what have I drawn? a queen? Okay. That was supposed to be hair, not a crown. But that could be a queen if you wanted to. Now, will you draw one right next to it? I'm tiny at drawing. I can't get over how amazing this is. There you go. I like it. I'm looking at the faces of the crew, and all of them have their On peut mouths s'arrêter là pour open. l'extrait. Give me 5. Sunny, give me 5. Give me 10. Okay, give me 10. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Alors, j'ai essayé de mettre les sous-titres en cours de route, mais Oui, alors, Je suis bilingue, hein, sinon. Mais bon. alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il leur met des, comme vous voyez, des espèces de masques.
Et en fait, ils sont censés deviner ce que lui a dessiné. Voilà. Donc en fait, on voit bien que les enfants ont anticipé. Et la petite fille, c'est assez impressionnant parce avant même que lui dessine, elle savait déjà ce qu'il allait dessiner. Donc elle a vraiment des capacités. Et même ce qu'il avait écrit, Et ce qu'il surtout avait ça. écrit. Ce qu'il avait écrit, surtout. Donc c'est assez impressionnant. Et donc voilà, ça montre bien qu'on découvre aussi les capacités chez les humains et que c'est en train de se décliner chez les enfants. Et peut-être, pourquoi pas, j'espère bientôt dans les écoles. C'est important de stimuler ces sens-là. Donc voilà, donc ça c'est une petite expérience que j'ai trouvée intéressante. Il y a d'autres expériences en Asie, surtout au Japon, qui s'appellent le quantic reading. Donc c'est la lecture quantique. C'est une façon en fait d'apprendre à lire très très rapidement des livres en les feuilletant très rapidement. Et en fait, ça stimule en fait certaines zones du cerveau et ça permet donc de retenir tout un livre et de lire tout un livre très très rapidement. Donc c'est des nouvelles techniques aussi d'apprentissage. Voilà, il y a plein, voilà, des techniques, des nouvelles techniques d'apprentissage, il y en a plein pour stimuler ces nouveaux sens et ces nouvelles capacités. Il y a aussi l'hypnose. Je sais qu'on peut apprendre des langues par l'hypnose très rapidement. Ça, c'est très intéressant. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui sont en train de se faire dans certaines écoles. On voit aussi que la méditation commence à se développer. Même en France, j'ai vu qu'il y avait eu des essais là, dans certaines écoles et on s'aperçoit que ça a des très très bons effets sur les élèves, meilleure concentration, ils sont moins agressifs entre eux, plus empathiques. Enfin voilà, on voit bien que la méditation, c'est aussi capital pour l'être humain. Très important. Et on leur donne des heures de méditation à la place d'heures de colle dans certains établissements. Tout à fait. Et ben ouais, mais je trouve ça très très bien, très constructif. Voilà, et d'ailleurs, je vous mettrai en lien le nom de la personne. Il y a un homme qui a développé des outils de méditation pour les enseignants et donc pour qu'ils fassent méditer leurs enfants, leurs élèves pendant les cours. C'est très bien, il a adapté les méditations pour les enfants. Et tu peux aussi les poster dans mon groupe Facebook Méditation mondiale de libération planétaire. Bien sûr, avec plaisir. Et aussi dans l'autre, préparez-vous au changement, vivez la révolution vibratoire. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur la France, sur les pédagogies concrètement. Là, on a vu ces dernières années, je pense que vous en avez entendu parler, évidemment, de la méthode Montessori, hein, et des écoles Montessori, de la méthode Steiner, la méthode Freinet, les écoles démocratiques, les écoles bilingues internationales ou régionales, les écoles artistiques, les écoles autogérées. Enfin voilà, il y a tout un tas d'alternatives en France aussi qui sont en train d'émerger. Et qu'est-ce que ça reflète? Évidemment, ça reflète un rejet du système classique. Voilà, donc on ne peut pas le nier, notre système qui n'a pas évolué depuis des années, il n'est plus du tout adapté aux enjeux de demain, à la nouvelle génération qui arrive, au nouveau monde qui arrive, évidemment. Et donc, il y a une demande, un besoin des parents de nouvelles pédagogies, de nouvelles écoles. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres qui sont intéressants. Nos petits élèves français occupent le 2e rang après les élèves japonais au niveau du stress ressenti. Vous voyez, on a des élèves très stressés. La France est classée 23e sur 30 pays au niveau du bien-être éducationnel et 22e pour la qualité de la vie scolaire. C'est vraiment pas bon. 40% des enseignants français s'estiment très peu préparés au volet pédagogique de leur métier, soit la proportion la plus élevée parmi 34 pays dans le monde. Et ça, c'est une source officielle, c'est l'OCDE, hein, donc je n'invente rien. Voilà, donc il y a vraiment un besoin grandissant. Alors, ces différentes pédagogies, donc on a Freinet, Montessori. Alors ça, je ne reviens pas dessus parce que c'est des pédagogies qui sont très connues. Vous trouverez plein de renseignements sur Internet sur Maria Montessori. C'était une précurseur dans le domaine puisque c'était au début du 19e, hein, au début du 20e, pardon. Donc voilà, c'était la précurseur sur le sujet. Évidemment, elle centrait tout sur l'enfant. Voilà. Ensuite, il y a l'éducation démocratique. Donc, comme son nom l'indique, cette forme d'éducation s'organise et oriente son enseignement à travers le fondement de notre société, la démocratie. Autrement dit, la voix d'un enfant comptera et sera entendue au même titre que celle d'un adulte. Les élèves sont libres de s'exprimer et sont d'ailleurs fortement encouragés à le faire. Donc, le maître mot, c'est la liberté, jouer, discuter, rigoler, réfléchir, découvrir, s'organiser. On peut retrouver ce modèle dans la célèbre Summerhill School, plus ancienne école démocratique, toujours en activité, ou encore dans les écoles Sudbury. Ensuite, on a les Forest School, donc les écoles forêts en français. C'est un lieu d'éducation avant tout en extérieur. Donc là, on privilégie le contact avec l'extérieur, l'environnement, la nature, dans lequel l'élève étudie régulièrement donc, dans les parcs, les forêts, les jardins, ce qui joue un rôle central dans cette forme d'enseignement. C'est un terrain de jeu d'apprentissage idéal pour les enfants et les diverses études concernant cette pédagogie ont démontré les bienfaits de ces pratiques sur le développement
et l'épanouissement de l'enfant. Évidemment, un enfant connecté à la nature, c'est un enfant qui est beaucoup plus empathique, beaucoup plus connecté avec lui-même. Voilà. Et donc, c'est important aussi que ces enfants soient sensibilisés à leur environnement. Voilà. Et puis en plus, ils y prennent plaisir. C'est toujours plus sympa d'être dehors dans une forêt que d'être assis sur une chaise pendant 5 heures. C'est beaucoup mieux pour le taux vibratoire. Voilà. Être en harmonie avec Gaïa. Puis la santé, accessoirement, parce qu'être assis pendant 5 heures, pendant plusieurs années, ça les a séquelles. C'est C'est sûr. clair. La scoliose, par exemple. Eh oui, il y a beaucoup d'enfants qui ont des scolioses, en effet. Ensuite, on a le homeschooling aussi, donc, qui est très répandu aux États-Unis. Le homeschooling en français, c'est l'école à la maison, hein. Donc, ça suscite beaucoup d'intérêt aussi en France. Ce phénomène est grandissant et cela est possible car l'école n'est pas obligatoire, seule l'instruction l'est. Enfin, ça, pour le moment, hein, espérons que ça ne bouge pas. Voilà, donc le Code de l'éducation prévoit cette liberté à condition de faire une déclaration annuelle à l'inspection académique qui prévoit des contrôles pédagogiques. Voilà. Ensuite, on a la méthode Steiner qui est intéressante aussi. Donc, à l'image de nombreuses pédagogies alternatives, les écoles Steiner privilégient l'atmosphère familiale, les programmes centrés sur l'enfant ou encore la participation commune des parents et de l'enseignant. Sa particularité est la conception spirituelle de l'être humain. Ça, c'est intéressant, qui est intégrée aux apprentissages. De plus, on y retrouve un accompagnement personnalisé et des journées scindées en 2 temps, des matinées dédiées aux enseignements académiques et des après-midi plus détendus où la créativité est à l'honneur. Ça, moi, je trouve que c'est super génial comme modèle. Et d'ailleurs, ce monsieur Steiner sera présent à un événement, je vous conseille si vous habitez pas loin de Montpellier. C'est le premier congrès de l'innovation en éducation et c'est de l'innovation en éducation ouverte. Et c'est le 3 et 4 mars 2018. Voilà, donc c'est organisé par le Festival pour l'école de la vie. Ils ont une page Facebook, hein, je le mettrai en lien. Donc, c'est la réincarnation de Rudolf Steiner qui va être présent au forum, c'est ça? Je ne sais pas, mais voilà. Ce monsieur Steiner, en tout cas, il a développé une pédagogie que moi, je trouve super intéressante. Parce qu'il est mort il y a pas mal de temps, en réalité. Hein, mais, il s'est peut-être réincarné. Écoute, c'était sa mission de vie, là. Maintenant, voilà. Sa mission. Voilà, donc en petite conclusion, je vous donnerai encore une citation, donc celle de Nelson Mandela, qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Ah, ça, j'en doute pas. Hein, les enfants sont notre futur, hein, faut pas l'oublier. Ça sera la nouvelle génération qui va construire le nouveau monde. On espère venir très très vite. Ils sont déjà nés d'ailleurs. Ils sont déjà nés. Les indigos, les cristals, les arcs-en-ciel. Voilà. Donc quelques conseils quand même, parce que je suis consciente aussi que c'est bien beau de dire il faut mettre vos enfants dans des écoles alternatives, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas partout, c'est pas évident. Donc je vais quand même donner quelques conseils que j'ai lus sur un article que j'ai trouvé très intéressant d'un papa qui donnait son témoignage. Et qu'est-ce qu'il disait, ce papa? Il disait, si votre enfant fait partie du système scolaire traditionnel, il est impératif que vous soyez un parent fort et que vous résistiez à la pression des enseignants et des responsables de l'école qui tentent de vous dire comment être parent. Reprenez votre pouvoir en tant que parent, prenez position pour vos enfants, arrêtez de vous soucier de ce que les autres disent de vous ou de vos enfants, ne vous laissez pas intimider par les autorités scolaires qui veulent que vous intimidiez vos propres enfants, aidez vos enfants à penser par eux-mêmes, surmontez vos propres peurs de vous libérer, trouvez d'autres parents qui pensent comme vous et formez des groupes de soutien pour les parents et les enfants. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt des bons conseils. Voilà, donc on voit bien que cette éducation des enfants, c'est effectivement un enjeu majeur. Et pour nous, et pour la Kabbale. Hein, voilà, donc mais c'est positif parce qu'on voit ça bouge bien partout. Et donc voilà, je trouve ça très positif. Eh ben, c'est super intéressant une nouvelle fois, Marion. Merci beaucoup pour cet exposé. De rien. Et effectivement, quand on parle des différentes couches de programmation, on parle des implants, mais on parle aussi de l'éducation, on parle de l'environnement familial, et tout ça participe au voile qui nous est mis justement dans la matrice. Et donc, travailler sur le volet éducation, ça permet de lever un voile. Et donc, c'est très important. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la dernière communication Cobra qui m'a beaucoup touché, en fait. Et je trouvais qu'elle était sur une tonalité assez différente de d'habitude. Il est toujours très, très factuel et très documenté dans ses publications Cobra. Et là, il a parlé de la douceur. Être doux et prendre soin des autres êtres sensibles a toujours été considéré comme une faiblesse dans notre matrice. Il faut être dominant, il faut être un mâle dominant, pour pouvoir justement être apprécié.
C'est vrai que ça m'a touché parce que, enfin, bon, j'avoue que j'ai un petit peu vécu ça. J'ai beaucoup souffert justement de cette marque au fer rouge, justement, sur tous les gens qui étaient gentils, qui étaient doux, et ça passait très très mal. Et aujourd'hui, en fait, il met en valeur cette qualité-là parce que Gaïa a besoin de cette valeur pour, justement atteindre cette ascension, pour, pour peut-être recevoir cette grande vague galactique dont nous parlions tout à l'heure. Oui, parce que quand on ressent des choses positives et qu'on fait des choses positives, ça élève notre taux vibratoire et par extension celui de la planète. Exactement, et c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, on parle d'énergie douce, aimante, bienveillante. Donc, effectivement, cultiver la bienveillance vis-à-vis des autres, c'est l'énergie qui transformera notre planète et aide les forces de la lumière justement à éliminer les ténèbres sur cette planète. Les ténèbres qui, jusqu'à aujourd'hui, dominent encore cette planète, mais plus pour très longtemps. Donc voilà, être doux n'est pas une faiblesse, c'est même un pouvoir, sachez-le. Si, si vous avez été victime de votre gentillesse et votre douceur, il est temps de réveiller votre douceur justement pour qu'elle participe à la victoire finale. C'est une puissance, c'est une arme. La puissance de la douceur. Et une protection. Un bouclier énergétique. Et donc, il fait un appel notamment aux femmes, en fait, pour exprimer la partie la plus attentionnée de leur âme, pour ancrer cette énergie. Donc, c'est vrai que quand on parle de douceur, on pense à une maman attentionnée. Et donc, la femme est tout à fait à même, mais ce n'est pas le privilège de la femme. Néanmoins, nous aussi, les hommes, pouvons le faire. Mais bon, quoi qu'il en soit, il appelle les femmes à ancrer cette énergie dans le réseau énergétique planétaire et se connecter justement avec les autres âmes qui participent à cet ancrage. Et dans sa dernière communication, il invite justement à faire des méditations assez spécifiques en lien avec donc le vortex de la déesse. Donc on vous mettra le lien, je ne vais pas vous donner le protocole détaillé de la méditation. Bon, quoi qu'elle soit, cette méditation est relativement simple. Et puis aussi une méditation pour invoquer le retour de la déesse. Et toujours pareil, donc l'ancrage de ces énergies de bonté, de douceur. Et le divin masculin peut également participer à cet exercice. Voilà, donc je trouvais que c'était un message qui était assez fort. Et il y a un petit passage que j'ai beaucoup apprécié, que je vais vous citer, c'est le héros, alors cette fois-ci il parle plus du divin masculin, comprend que toutes les souffrances de cette planète sont artificielles. Il comprend qu'il ne peut pas forcer ses semblables humains à se réveiller car ils se sont retirés dans leur île de sécurité, bière et football, pour éviter de faire face à la réalité trop cruelle de l'occupation Draco de la planète et de tous les horribles abus d'enfants et de souffrances indescriptibles. Donc ça m'a vraiment touché aussi parce que il rentre dans un discours presque humoristique en parlant de la bière et du football. Et puis en même temps, il adresse un sujet qu'il adresse assez peu en général, qui est celui justement des rituels sataniques sur les enfants, de la pédocriminalité. Et j'en profite pour vous signaler que notamment on a fait un enregistrement tout récemment, une conférence sur la question de la pédocriminalité qu'on mettra en ligne très, très rapidement. Donc on est en phase dans notre travail, on est en phase avec notre ami Cobra. Donc voilà, et je pense que tu voulais rajouter quelque chose, Marion, sur ces communautés-là qui se développent. Oui, j'en profite pour parler du mouvement Global Sisterhood. Donc en fait, c'est un mouvement international pour créer des cercles de femmes. Alors, c'est bien que les hommes soient acceptés, hein, mais en effet, l'idée, c'est quand même de développer des cercles de femmes pour ancrer ces énergies féminines, mais concrètement. Hein. Donc, ça peut être par de la méditation, par des danses, enfin voilà. Et l'idée, c'est que ça se développe aussi en Europe parce qu'il n'y a pas énormément de groupes pour le moment. Donc, moi, je lance un petit appel. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour créer un groupe en France, enfin, en tout cas pour moi, pour ma part sur Paris, sur l'Île-de-France. Voilà, ça serait une super initiative de créer ça en France. Il n'y en a pas pour l'instant.
Et je pense que là, c'est vraiment capital maintenant d'être dans le concret, comme dit Hervé, hein, dans l'énergie féminine, diffuser ça partout. Et ça serait bien qu'après, ça se développe partout, partout, partout et on aide au changement et donc à l'événement et qu'on soutienne cet événement le mieux qu'on puisse. Voilà. Il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible. Il faut que vous sachiez que chaque être humain, homme ou femme, a son côté homme et femme. L'équilibre énergétique chez l'être humain, c'est la polarité masculine et la polarité féminine. Tout à fait. Voilà. Et je précise juste une dernière petite précision, il y aura la Journée internationale des femmes, donc le 8 mars. Donc ce mouvement, la Global Sisterhood, organise, je crois, une méditation. Il y aura peut-être d'autres événements et moi, je vous invite, pendant cette journée, profitons-en justement pour incarner ce féminin, qu'on soit homme ou femme. Donc n'hésitez pas ce jour-là, si vous voyez des événements autour de vous qui peuvent vous faire ancrer ces énergies et vous mettre à l'aise avec ce genre de choses, voilà, n'hésitez pas à y participer ce jour-là spécifiquement. Ça sera toujours bon. Voilà. Et si tu veux, comment dire, organiser des méditations, pourquoi pas, au niveau national, faire des invitations. Nous sommes prêts à la relayer sur nos sites ou sur les groupes Facebook. Il y a déjà pas mal d'initiatives, mais bon, enfin voilà, je précisais juste ça. Oui, tout à fait. Hein, on pourra diffuser ça sur nos réseaux respectifs. Il y aura justement le protocole de la méditation de la déesse. Là, je pense que ce serait bien de la rediffuser un peu. Je l'ai rediffusé dans mes groupes Préparez vos changements et vivez la révolution vibratoire, ainsi que Méditation mondiale de libération planétaire. Et les protocoles sont également présents sur les sites Exoportail et sur Révolution Vibratoire. Voilà, donc. Et We Love Mass Méditation. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et alors, je ne sais pas s'il y a des vidéos spécifiques, justement, il y a sans doute des vidéos spécifiques aussi qui vont être faites, non, pour ces méditations. Il y a une vidéo spécifique pour la Global Women's Day, là, donc la Journée internationale des femmes. J'avais relayé sur mon groupe, je peux la remettre. Après, des vidéos spécifiques de méditation, je ne sais pas. C'est toujours le même principe, de toute façon, c'est toujours le même process, hein, c'est cette méditation de la déesse. Mais oui, après, certains groupes ont dû adapter, je pense. Il y a peut-être des groupes qui ont adapté leur méditation. Il faut voir, il faut regarder. Oui. De toute façon, si nous les voyons passer, nous les relayerons. Voilà, notre émission touche à sa fin. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, s'il vous plaît, la vidéo ou les articles. Et puis, voilà, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. Alors, je ne sais pas si nous ferons une émission la semaine prochaine, parce que moi, je suis en déplacement. Mais bon, nous verrons. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à nous suggérer des thèmes si vous voulez en savoir plus sur certains domaines. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Cindy, merci Marion, merci Jonathan. Merci. Et voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, ça marche. Exactement. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.